On peut avoir la meilleure technique de jardinage au monde. Si la semence est pas bonne, ça va mener à rien. Donc, pour avoir des meilleures semences, c'est bien de s'assurer de passer la commande dès l'ouverture des sites Internet des semenciers pour s'assurer la disponibilité des semences rares recherchées et des variétés patrimoniales ancestrales autochtones. C'est pas pour rien qu'être semencier, c'est un métier. C'est parce que c'est infiniment complexe de comprendre comment fonctionne la génétique de chaque plante, la reproduction, et de cultiver un jardin pour garder la semence. Donc, la majorité du temps, c'est des légumes qu'on pourra pas manger. Et on cultive plusieurs variétés de chaque légume en petite quantité plutôt que des grandes quantités de un légume pour en avoir toute l'année. Donc, la culture de semences est particulièrement exigeante et demande de la superficie qui n'est pas utilisée pour la nourriture humaine. Par exemple, si on veut avoir une bonne diversité génétique de brocolis, il faut cultiver une rangée complète de brocolis. Je dis n'importe quoi, je suis pas semencière, mais disons qu'on cultive une rangée complète de brocolis qu'on va laisser fleurir pour récolter la semence. Donc, c'est une rangée de brocolis qu'on mangera pas finalement. Donc, ça demande beaucoup d'espace et beaucoup de savoir-faire. Et beaucoup de minutie aussi, selon le talent de chaque semencier. Il y en a qui s'astreignent à la tâche de goûter chaque légume pour sélectionner vraiment les légumes les meilleurs. Donc, c'est un travail d'amour, de passion, à la fois de connexion au jardinage, aux besoins du jardinier et aussi de savoir scientifique précis concernant la génétique, comment fonctionne la génétique et la reproduction de chaque plante. Tout en gardant aussi une connexion avec l'écosystème, le monde vivant dans lequel cette espèce en particulier s'inscrit, pour avoir des semences adaptées au microclimat dans lequel elles poussent. Donc, c'est bien sûr l'avantage de faire affaire avec des semenciers artisanaux locaux, c'est que la semence a été produite dans un environnement près de chez vous, donc vraiment adapté à un microclimat. Et si on fait affaire avec des semenciers soucieux de préserver les variétés ancestrales patrimoniales et de participer aussi à leur amélioration, alors on se retrouve à cultiver des variétés qui étaient cultivées par nos ancêtres plusieurs années, décennies, voire centaines d'années avant nous. Donc, c'est des variétés qui ont été améliorées année après année par la conservation des semences des jardiniers et des utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les variétés à pollinisation libre, donc qui ont été pollinisées par les moyens naturels, par les insectes, par le vent, et qui n'ont pas été pollinisées par l'homme en sélectionnant des caractéristiques précises comme la grosseur, la couleur, la conservation. Oui, ces caractéristiques-là ont été choisies par le semencier, par la personne ou le jardinier, la personne qui a cultivé les semences, mais elles ont été choisies par la qualité du légume et non par la sélection de gènes spécifiques. C'est un processus qui demande beaucoup de temps parce que année après année, on sélectionne toujours la tomate la plus grosse, la courge la plus sucrée. Et ça crée des caractéristiques stables dans la semence. C'est-à-dire que si on prend cette semence-là et qu'on la cultive dans l'environnement normal, on va avoir la variété voulue. Tandis que dans la production de semences hybrides qu'on appelle, on exacerbe des qualités dans des variétés différentes. Par exemple, on choisit une tomate qui va être de plus en plus grosse et, par exemple, qui a une meilleure conservation. Et d'un autre côté, on va sélectionner une tomate qui est précoce, qui vient rapidement. Mais bien sûr, souvent, ça se fait au détriment de d'autres qualités parce qu'on exacerbe ces qualités-là. Donc, ça peut se faire au détriment du goût, par exemple. Donc, si ensuite on croise ces deux variétés-là ensemble qui sont tellement exacerbées et qui sont aussi pauvres au niveau génétique parce que issues de croisements consanguins,
le premier croisement va donner une tomate grosse, rouge et précoce, qui vient rapidement. Mais pas du tout sucrée, mais après, ça dépend de ce qu'on a voulu. Par exemple, dans l'industrie, on a besoin d'une tomate qui produit rapidement, qui est grosse et qui se conserve bien, et qui est rouge, par exemple. Mais les semences de cette tomate-là ne donneront pas la même tomate avec ses caractéristiques bien ciblées parce que le croisement est un croisement de première génération, donc il n'a pas été stabilisé dans les générations. Alors, c'est ce qu'on appelle les semences hybrides ou F1, souvent identifiées. Et c'est pas comme des OGM, donc c'est pas les mêmes enjeux. Mais souvent, ces variétés-là n'ont pas les qualités des variétés ancestrales patrimoniales qui, elles, ont été sélectionnées au fil des années et de l'usage et qui stabilisent des critères à la fois de précocité et souvent de conservation aussi, mais tout dépend des variétés, mais qui préservent toujours le goût. Et aussi la résistance à certaines maladies, mais ce qui sont pas du tout les mêmes critères pour l'autosuffisance que pour la production industrielle. Et aussi, ben, si on récupère les semences de ces variétés-là et qu'on les reproduit nous-mêmes, on va avoir, encore une fois, ces variétés directement issues de leur lignée ancestrale, si on veut. C'est-à-dire que les caractéristiques sont stables génétiquement, quand on les laisse se reproduire naturellement par l'action des pollinisateurs ou du vent, et que c'est pas l'action d'un humain qui va échanger le pollen des fleurs isolées de leur environnement. Donc, je sais pas si tu saisis bien la différence entre des variétés hybrides et des variétés patrimoniales, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence entre, par exemple, une tomate d'épicerie qui est bien rouge, bien ronde, bien parfaite, mais pas du tout sucrée, mais qui se conserve longtemps sur les étagères, et une tomate de jardin qui a la peau plus fine, qui se conserve moins longtemps, mais qui est gorgée de soleil, gorgée de jus et sucrée, et pas juste sucrée, qui est aussi plein de saveurs subtiles. Donc, les variétés ancestrales patrimoniales sont souvent adaptées au jardinage domestique qui ne nécessite pas de grandes distances de transport. Et c'est là tout l'avantage aussi d'être jardinier et aussi de profiter de la nutritivité des légumes, je sais même pas si c'est un mot, mais de l'aspect nutritif, parce que ces légumes-là sont souvent plus nutritifs, aussi surtout quand ils sont cultivés dans un sol riche, fertile en santé, un sol vivant. On peut s'intéresser à la production de quelques semences potagères dans notre propre jardin, qui demandent le moins de connaissances et d'espace, mais on est toujours obligé d'acheter la majorité de nos semences. Ce qui est pas une mauvaise chose parce que on encourage bien sûr l'artisanat local et l'entretien des connaissances de production de semences. Donc, en achetant nos semences à des producteurs locaux, on s'assure aussi à la fois de garder nos profits en circuit court et aussi de conserver la résilience de notre système agroalimentaire par la production locale de la source même de la croissance de notre nourriture qui est la semence. Donc, en plus de stimuler l'emploi local et la résilience de nos milieux, on participe à la biodiversité parce que les entreprises semencières artisanales sont des îlots de biodiversité qui se répercutent sur tout l'environnement autour de nous et dont tout le monde bénéficie. Ultimement, on peut préparer notre commande de semences à l'automne. Dès la fermeture du jardin de l'année précédente, en fait, on prépare déjà le plan de jardin pendant que c'est frais dans notre tête, pendant que la saison de culture est fraîche dans notre tête, quelles ont été nos réussites, nos échecs, quels sont nos besoins, quels ont été les emplacements. Est-ce qu'on a eu trop ou pas assez de telles variétés? On peut déjà commencer le plan de jardin de l'année suivante et commencer à préparer notre commande de semences pour que tout ça soit déjà prêt en arrivant au début janvier. Mais c'est pas tout le monde qui ont le temps ni l'énergie à l'automne de s'atteler déjà à la saison suivante. Alors, c'est tout à fait encore le temps de le faire en ce moment. Le plan de jardin dépend de plusieurs critères. Par exemple, comme je disais, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qui a marché en trop grande quantité, de quoi on a manqué. Mais aussi l'espace disponible. Est-ce qu'on augmente l'espace de l'année suivante?
qu'est-ce qu'on fait avec l'espace qu'on a, le type de sol qui va aussi jouer sur les variétés qu'on va cultiver, la méthode de culture, bien sûr, est-ce qu'on est en travail du sol ou en jardinage conventionnel, la disponibilité des fertilisants, est-ce qu'on va cultiver des variétés plus nitrophiles qui ont besoin de plus d'azote ou moins, la disponibilité de la main-d'œuvre durant surtout les périodes de semis et récolte, évidemment, et aussi pour la transformation et la conservation. Donc, à penser toujours, et aussi les méthodes de conservation, les moyens qu'on a, comme est-ce qu'on a un déshydrateur, est-ce qu'on a un caveau, les espaces d'entreposage, le nombre de personnes à nourrir. Donc, tout ça, c'est des critères qui influencent le plan de jardin. Et bien sûr, le plan de jardin de l'année précédente, mais aussi surtout des 4 années précédentes, puisqu'on fait une rotation de culture sur 4 ans. Alors, il y a un outil très pratique pour aider les jardiniers à se démêler dans tous ces critères-là qui deviennent un vrai casse-tête, qui est disponible dans l'application La Main Verte, qui est l'application la plus avancée actuellement en jardinage domestique, 100% québécoise et francophone. La Main Verte conserve aussi les archives des plantes chaque année pour pouvoir faire la rotation sur 4 ans. Donc, le plan de jardin, première étape, il y a l'application pour aider. Il y a aussi moi qui offre du mentorat pour aider à faire ton plan de jardin, mais aussi à devenir autonome pour les années suivantes. Ensuite, on trie les semences de l'année dernière s'il nous en reste. Et c'est une occasion aussi de voir si on les a bien conservées, est-ce qu'ils ont été à l'abri des rongeurs, de l'humidité, tout ça. Donc, on sort le paquet de semences de l'année dernière et on regarde qu'est-ce qui nous reste parmi les variétés qu'on a cultivées l'année dernière, lesquelles ont bien réussi, lesquelles on veut réessayer ou au contraire lesquelles on veut plus cultiver. Et on peut faire des tests de germination pour savoir lesquels germent encore, finalement, au lieu de semer dans le jardin, finalement, des graines qui germent plus, puis de perdre du précieux temps au printemps. Alors, pour faire un test de germination, c'est simple. On met les semences dans un essuie-tout qu'on replie sur lui-même et qu'on place dans une assiette. On l'humidifie légèrement pour qu'il soit humide, mais qu'il reste pas d'eau résiduelle dans l'assiette. Et on place une autre assiette par-dessus, à température pièce, et on regarde s'il y a des graines qui germent et combien il y en a qui germent. Souvent, on peut mettre une dizaine de graines, ce qui va nous donner un pourcentage. Par exemple, s'il y en a 7 sur 10 qui ont germé, on a un taux de germination de 70%. Donc, à partir de ces critères-là, ben, on regarde quelles semences sont réutilisables finalement cette année. Et ensuite, en comparant le bilan de ce qu'on veut cultiver avec les semences encore utilisables, ben on va avoir nos besoins finalement pour cette année pour préparer notre commande de semences. La commande de semences potagères est donc la priorité pour s'assurer d'avoir les meilleures variétés auprès de nos meilleurs semenciers en commandant soit sur leur site internet dès l'ouverture des sites, soit en les retrouvant souvent en personne dans les nombreuses fêtes de semences. Une autre chose qu'on peut faire dès le mois de janvier, c'est le plan du terrain global et la liste de qu'est-ce qu'on veut planter en termes d'arbres, arbustes et autres plantes vivaces, pour, encore une fois, préparer sa commande qui peut parfois se faire durant l'hiver ou simplement au printemps chez plutôt les pépiniéristes. Encore une fois, les pépiniéristes, il en existe des bons et des moins bons et personnellement, je privilégie toujours les pépiniéristes les plus artisanaux et sensibles aux vivants, à la biodiversité possible et aux variétés, encore une fois, ancestrales qui peuvent faire de la préservation de pommiers ancestraux, par exemple, en faisant du greffage ou de plein d'autres variétés. C'est souvent des pépiniéristes très consciencieux et très passionnés qui goûtent à leurs fruits et qui sélectionnent vraiment les meilleures variétés et les variétés les plus rustiques, ce qui est un travail de moine. Encore là, les quantités peuvent être limitées puisque c'est artisanal et c'est aussi intéressant de les planter le plus tôt possible au printemps pour favoriser la reprise, même des fois dès la fonte de la neige. Quand les commandes de semences sont passées, on peut déjà préparer la saison des semis en achetant du nouveau matériel ou en réparant l'ancien qui était brisé, en préparant l'espace
parce que la saison des semis commence déjà en février. Je mets sous la vidéo une liste des semenciers artisanaux québécois. Bonne chance pour te restreindre aux variétés que tu avais décidées. Et le lien pour me rejoindre si le mentorat avec moi est quelque chose qui t'intéresse.